Bonjour Antoine. Bonjour Patricia. Chez Apicilaem, quel constat faites-vous de 2024 et quelles sont les perspectives macroéconomiques pour les mois à venir? Alors on tire un certain nombre d'enseignements et d'héritages de 2024 pour l'année dans laquelle on est en train d'évoluer. Le premier, c'est que on arrive à l'ère du pivot. Donc voilà, 2024 marque 2 années de hausse de taux assez brutale, tant par sa rapidité que par son ampleur. Si on zoome un petit peu plus sur le cycle qu'on est en train de vivre, bah, les investisseurs ont été assez, on peut dire presque perdus par rapport à ce que peut nous raconter la théorie économique en termes de quel asset privilégier en fonction du contexte macro dans lequel on évolue, puisque les économies ont finalement bien résisté, bien tenu, ce qui n'est pas standard au vu des leçons qu'on retient de notre parcours académique tous. Voilà, si on se projette vraiment sur l'année 25, donc on sort de quelque chose qu'on appelle un atterrissage en douceur des économies, plutôt une croissance molle, mais une croissance qui existe quand même. On est plutôt consensuel sur les perspectives macro en termes de croissance des États-Unis, avec une visibilité assez forte de la part de la productivité que peut offrir ce pays sur très longue période. Même en termes de démographie, ils ont un avantage qui est assez structurel. Si Donald Trump ne venait pas on va dire, rebattre les cartes côté migratoire. Sur la partie européenne, on est un petit peu plus conservateur. On se positionne un tout petit peu en dessous du consensus avec une croissance attendue à peu près stable par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Et voilà, les quelques événements marquants de l'année 25 seront naturellement les premiers pas de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec pas mal de volatilité autour de ça. Un gros pari de la part des investisseurs en termes de positionnement des allocataires sur l'Europe. Donc voilà, il y avait une certaine grosse prime de risque qui était intégrée. On parle d'un certain dégonflement puisque le pire semblait bien intégré. C'était plutôt asymétrique finalement. Donc voilà, on se projette en 2025 naturellement avec pas mal de volatilité attendue et donc la nécessité de naviguer là-dedans et de potentiellement devoir intervenir sur des points d'entrée qui pourraient être attractifs. Plus précisément, qu'en est-il du marché des actions? Alors sur la partie action, si on scinde les choses en zones, alors déjà pour une raison macro évidente, on avait anticipé une performance, un retour sur investissement de la part des indices boursiers S&P 500 au-delà de ceux du marché européen. Bon, finalement, on est assez rattrapé par les événements puisque l'Europe affiche une performance équivalente en un mois et demi à celle de 2025, de 2024, pardon. Donc voilà, sur la base de bénéfices attendus de la part des sociétés qui étaient plus forts au-delà de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui sont un ensemble assez réalisable, notamment via un allègement fiscal de la part de l'administration Trump qui pourrait être le bienvenu. De l'autre côté de l'Atlantique, on peut éventuellement espérer une accélération de ce qu'on appelle les PE, donc un indicateur de cherté qui pourrait donner un petit souffle supplémentaire. Et puis on est quand même bien payé en Europe pour se laisser porter, se laisser rémunérer à travers du div et ce qu'on appelle les buybacks. Donc clairement, les actionnaires européens sont assez choyés. Donc voilà, on va se laisser porter, même si on pense qu'à court terme, il peut y avoir un petit rattrapage parce que les choses ont été un petit peu vite en besogne. Mais voilà, à long terme, on faisait partie des plus optimistes en termes de performance à atteindre sur ces indices-là. Dans ce contexte, quel véhicule préconisez-vous? Alors, on avait construit et imaginé le fonds Stratégie Monde Défensif comme un véhicule un petit peu clé pour déployer un peu toutes ces idées d'investissement dont on vient de se parler. Donc, ce serait le véhicule par excellence pour, pour jouer les convictions de la société de gestion que l'on est. C'est un véhicule qui se dit top-down, pardon pour le jargon financier, et assez actif en termes de réactivité. Ça permet d'une certaine manière de déléguer la prise de risque ou au contraire le retrait par rapport au marché, que nos clients n'ont pas forcément la liberté ou même la granularité avec laquelle nous, on opère. C'est une manière voilà, d'avoir un cœur de portefeuille qui soit assez stable, assez réactif, et puis autour d'avoir des thématiques plus satellites autour de ce véhicule cœur. Pour conclure, pouvez-vous nous parler de vos stratégies obligataires à échéance? Oui, alors chez Absilaem, on a lancé plusieurs millésimes de fonds à échéance obligataire. Donc là, on peut parler notamment de haut rendement, stratégie au rendement 2027, donc un fonds à échéance à maturité fin 2027. C'est un fonds qui quand même se positionne, même si la catégorie, il baigne dans la catégorie dite action spéculative, obligation pardon, à haut rendement. C'est quand même un véhicule qui se targue d'avoir une notation moyenne plutôt autour de double B, donc on va dire le haut de la fourchette du segment high yield. Voilà. Et donc, grâce à une partie
quand même non négligeable en investment grade, donc segment le mieux noté. Le fonds arrive à afficher un rendement assez attractif avec une volatilité qu'on peut dire maîtrisée, enfin conforme en tout cas à l'objectif de gestion. Aujourd'hui, la duration du fonds, bah, elle est plutôt basse au vu de la maturité, ce qui va dans le sens de taux plutôt sur la partie courte qui pourrait être amenée à baisser. L'approche, c'est ce qu'on appelle du buy and watch, voilà, en opposition ou plutôt en complément au buy and hold, avec une réactivité supplémentaire de la part du gérant pour aller chercher des papiers. Merci pour cet échange très complet et excellente convention Actualis. Merci, Patricia.